Vous voyez, dans la vie, on vous donne des étapes décisives pour vous faire sentir en tant qu'adulte. Votre majorité, votre première voiture, vos premières années à la fac, le bac, que sais-je. Une maison peut-être pour les plus chanceux d'entre nous. Mais il y a une étape qu'on vous met pas et qui vous vient mais en plein dans la tronche, c'est la première décennie après avoir eu le bac. Non mais voilà, je sais que c'est d'actualité parce qu'il y en a plein qui le passent en ce moment. Profitez-en parce qu'un jour vous allez vous réveiller et ça fera 10 ans que vous aurez eu le bac. Tu ne commences pas à me chauffer par le bac. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à tous et à toutes. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui commence avec un bon masque des familles sur la tronche. C'est du riz, si jamais. Il est incroyable. Non, mais je préfère prévenir parce que j'ai pas cette tronche de cake pour rien. Comment allez-vous? Moi, je vais bof. Non mais en vrai, vous savez, c'est ok d'être bof. Genre quand je dis je suis bof, ça veut pas dire je vais pas bien et tout machin. C'est juste qu'il y a des phases. On peut pas toujours être on top of the hill. En plus hormonalement, je vais avoir mes règles. Voilà. Donc je compose. Contrairement à avant, je ne me fustige pas dans cette société de performatisme et de bonheur continu qui s'achète ou qui s'entreprend. Voilà, j'essaie d'être un peu plus chill, un petit peu plus dans le recul. Hier, ma coloc du Love, aka Matou, on était à table et elle me dit « Oh, tu sais pas ce que c'est les sujets de cette année de bac de philo ?» Et je lui dis « Attends, quoi? C'est déjà le bac ?» Waouh. Pour moi, je sais pas pourquoi, mais le bac c'était genre fin juin jusqu'à début juillet. Mais vraiment, hein, il suffit d'une décennie et vous avez tout oublié. Et là où je vais me corriger, c'est qu'en fait, ça fait pas encore une décennie que j'ai eu le bac. Ce sera l'année prochaine. J'adore dire décennie parce que je trouve ça très intense comme mot. Mais c'est l'année prochaine où ça fera 10 ans que j'ai passé le bac. Et ben waouh en fait. Dans ma tête, je suis un bébé. Dans ma tête, en fait, c'est trop bizarre. J'adore le fait de vieillir, dans le sens où, pour moi, ça veut dire que j'ai plus d'expérience de vie, de maturité sur certaines choses. Voilà, de vécu, tout simplement. Je fais pas partie des personnes qui veulent être des vampires éternels. Non, au bout d'un moment, il faut que la machine s'arrête. Hein. Je ne fais pas non plus partie de la caste DiCapriosienne qui accepte de vieillir, mais pas tellement, puisque va chercher sa fontaine de jouvence chez des copines bien trop jeunes pour lui. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des steps comme ça de vie où je me dis, oh, le temps passe. Vous voyez, le temps passe. Et récemment, il y a une phrase que j'ai trouvée extrêmement belle qui a fait vraiment un écho chez moi. C'était d'une femme, ce sera noté, qui était en phase terminale d'un cancer, il me semble. Voilà. Et qui dit... Chaque jour est un cadeau, pas une promesse. Et vous voyez, ça met vraiment les pendules à l'heure hein, sur la préciosité, de la vie. Et même si je ne suis plus ardemment sur les réseaux comme je l'étais, vu que j'ai supprimé du coup les réseaux de mon téléphone, je suis quand même un petit peu l'actualité quand je peux, pour me tenir informée du monde dans lequel je vis. Et c'est accablant. Voilà. Du coup, tout ce truc, je pense que ça fait quand même un petit gloubi-boulga où en plus les hormones s'y ajoutent. Voilà, je suis dans un mood bof. Mais là, on dirait pas parce que c'est le seul jour avant que la canicule ne reprenne et ne s'installe définitivement à Bordeaux. Dimanche, on est à 40 degrés. Mon appart, ça va être un sauna. Mais bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le temps quand même aide. Je dis tout le temps que j'ai besoin de soleil. Je ne vais pas me plaindre le jour où il est là. J'avais envie de revenir avec vous après des vidéos intenses sur la préparation de mon PVT en Corée du Sud, etc. pour une vidéo vlog sans chichi, comme d'habitude, enfin à l'ancienne, vous voyez un peu. Mais avant cela, j'aimerais vous faire une petite update. C'est que j'ai pu enfin déposer mon dossier tout complet jeudi dernier. Enfin, je l'ai envoyé en fait à l'ambassade de Paris pour qu'ils traitent ma demande. Ma lettre aurait dû arriver hier au maximum. Elle n'a pas encore été distribuée. Ça risque de poser problème sur des échéances de certaines pièces justificatives qu'il demandait. Mais bon, au bout d'un moment, vous voyez, il faut que j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur la poste, finalement. Non, parce qu'on parle beaucoup de l'administration française, on parle pas assez de la poste en France. En fait, je me suis rendu compte également que le fait que pour l'instant, je sois pas encore positionnée, vous voyez, définitivement sur ma demande, en fait, comment elle va être traitée, ça fait qu'en ce moment, j'arrive pas à passer à l'action. Genre mon cerveau il est tellement en attente de me dire est-ce que je vais pouvoir partir et vivre un an en Corée du Sud, et que là en plus vu que oui j'ai fait toutes les démarches depuis un mois, j'ai envoyé la demande, là je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre. Mais genre dans ma tête c'est trop bizarre, mais je n'arrive pas à faire d'autres choses. Encore une fois, moi genre faut que je sois positionnée, vous voyez, j'arrive pas à la vie continue. Et c'est pour ça en fait que je suis très heureuse de faire ce vlog avec vous aujourd'hui, parce que
ça me force à penser et à faire autre chose, genre en dehors du PVT que je me coltine depuis un mois, enfin la préparation, etc. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va avoir des activités assez cool parce que dans tous les cas, je sais que là, je peux pas faire trop plus. Et avec le privilège que j'ai dans mon métier de pouvoir m'organiser exactement comme je le veux, en fait, maintenant, je préfère caser vraiment 3 jours intensifs de travail, voire 4. Et sur les 3 autres jours, me reposer, me nourrir, genre voir des gens, lire des livres, regarder des films, regarder des vidéos philo. Oh, j'en ai tellement à vous reconseiller là, c'est merveilleux. Pour, vous voyez, nourrir la réflexion d'autre chose que d'étaler un petit peu, mais à la one again, sur les 7 jours, et au final, pas être vraiment active, mettre 4 heures à me mettre au travail, enfin bref. Donc, today is a jour off with you. Va y avoir des plans où je ne vais pas parler, pour votre plus grand plaisir peut-être. Des plans musique, des plans où je vais parler, faut pas abuser. Donc écoutez, entre journaling, petit crafting photo pour une copine qui s'est fiancée et à qui je fais un petit cadeau, parce que on va se soir avec Matou, on va fêter ça. Petite recette de cuisine, enfin voilà. Petit mood sympathique. C'est parti!
Bon, ça y est, c'est officiel. Le dernier jour où il faisait moins de 28 degrés est révolu puisque le soleil est arrivé. Il a fait gris jusqu'à vraiment 15 heures. Après, vous me direz, ça me donnera la possibilité de filmer n'importe où puisque tous les volets sont fermés. Parce que ça, c'est quand même genre l'une des plus grandes tristesses que j'ai dans cet appart, c'est que s'il n'y avait pas les fous là, les fous du fond du bus, les fous du milieu du bus, du devant du bus, qui me traquaient en une fenêtre ouverte, mais vous auriez des plans, mais maman, vous auriez des plans, vous imaginez même pas. Bref, je le dis parce que c'est clairement une gymnastique et je le dis souvent dans mes sous-titres de vidéos. J'essaie de faire un peu des plans différents, vous voyez, d'alterner, de mettre des champs contre champs, hauteur, bas. Parce que sinon, vous avez toujours les mêmes plans et en fait, c'est que j'ai pas le choix. Logiquement, l'année prochaine, en Corée, où que je sois, ce sera moins identifiable, même si je pense que je ferai toujours attention à comment je montre là où j'habite. Mais bref. Là, vous voyez, je suis dans un jour où j'avance très peu, enfin, je fais pas beaucoup de choses parce que, oui, officiellement, je suis en jour off. Mais, à la fois, je filme, à la fois, je réponds à des mails, je refais des portfolios, je prévois du contenu à faire pour les jours d'après. En fait, les jours off, c'est juste les jours où je suis pas en train de faire du montage de 8h à 18h. Ça, c'est un jour off pour moi. Petit temps de pause avant de vous faire un point lecture que j'ai terminé récemment, que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Avant tout ça, 3 choses. Oui. Premièrement, j'ai officiellement reçu le mail de l'ambassade coréenne qui m'a dit qu'ils avaient reçu ma demande. Ça ne veut pas dire qu'elle a été acceptée et que j'ai mon visa pour l'instant, ça veut juste dire qu'ils l'ont reçu. Donc déjà, mon enveloppe ne s'est pas égarée, c'est un très bon point. La seule chose que j'espère donc, c'est qu'elle sera traitée pas trop tardivement. Le mieux ça aurait été aujourd'hui, sinon je vais devoir renvoyer mon attestation bancaire. Après ils disent, elle doit dater de moins d'une semaine quand on fait la demande. En soi, quand j'ai fait ma demande, elle datait de moins d'une semaine. Après, le temps que eux mettent à me répondre, c'est autre chose, non? Ça se trouve, quoi qu'il, c'est bon, hein. Mais ils m'ont fait peur parce qu'ils ont dit oui, s'il y a des documents manquants, vous aurez un temps limité pour nous le renvoyer. Je sais. Je ne maîtrise pas la chose, donc je ne peux que m'en accommoder. Sinon, ça me rendra malheureuse. Olé. Deuxième chose, en ce moment, enfin depuis qu'il fait chaud, j'ai de 1 beaucoup moins faim. Ça, c'est normal, avec la chaleur, notre corps, il a besoin de moins produire d'énergie pour nous garder au chaud, donc du coup, il a moins besoin de nourriture. Enfin, je crois que c'est genre vraiment une des raisons majeures. Puis après, il y a des périodes comme ça, mais du coup, c'est vrai que ça me rend, entre guillemets, peut-être un peu moins créative parfois sur des repas. Parce que l'air de rien, j'ai pas trop envie de cuisiner, genre, vous voyez, lourd, chaud, etc., alors qu'en hiver, je me régale. Et du coup, je fais quelque chose que je fais très rarement dans l'année, à savoir de la nourriture intuitive. Vous voyez, ce matin, j'ai mangé à 11h30 avec vous. Là, on est 15h30 et en même temps, vous voyez, je sors pas parce qu'il fait très chaud dehors, etc. et que voilà. Donc, j'ai encore moins faim que d'habitude. Et là, je vais me faire 2 petits Suisses. Enfin, moi, j'appelle ça des petits Suisses. C'est plein de protéines, me semble-t-il. Enfin, il y a un bon apport protéines, ce qui fait qu'au-delà que ça soit très délicieuse, ça vous plâtre le bidou. Et voilà, je me suis mis un peu de sucre de canne avec. Petit thé glacé, on n'est pas fâché avec le kiff. Et troisième chose que je voulais dire, c'est par rapport à Heated Rivalry. Non mais... Attendez. Comme vous l'avez lu normalement en sous-titre, voilà, je pense qu'on peut parler d'une obsession à ce stade-là. Mais en fait, c'est même pas une obsession de... Je sais pas comment vous expliquer, je crois que je vous le dis à toutes mes vidéos, mais c'est que c'est des conforts de caractère. C'est que en fait, j'ai tellement lu et revu, je me suis tellement attachée à ces personnages, notamment à Ilia, parce que genre vraiment, c'est un personnage très complexe et que j'aime énormément, genre... Vraiment, je trouve ça fascinant, son personnage, comment elle a réussi à l'écrire, l'autrice. C'est que vous voyez, c'est ce genre de... J'ai pas envie de dire clown. Oh, j'ai fait la bilingue de fou, je me tue. Jésus! Pardon. C'est pas ce genre de clown qui veut nécessairement amuser la galerie pour se flatter l'ego, mais c'est plus ce genre de clown triste qui veut faire rire tout le monde parce que lui, c'est pas forcément la joie à l'intérieur. Et ce que j'aime énormément en ayant lu, enfin ce que j'ai beaucoup aimé plutôt en ayant lu toute la saga, parce que du coup vous êtes sur d'autres personnages, c'est qu'à chaque fois, celui qui revient, c'est Ilia. Comme je disais dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, où je faisais un petit update lecture, ce qui est très joli, c'est que on dirait qu'il est au-dessus de tout, pas en mode il se place au-dessus de tout comme étant supérieur, mais on dirait parfois qu'il est au-dessus de tout parce que ça reste, comment dire, au premier abord, un homme assez léger, justement, assez dans le fun, dans faire la fête, etc. Et au final, c'est celui qui voit tout et qui est toujours là pour les autres,
je sais pas pourquoi j'accentue mes R, dans des moments très très difficiles. Et je trouve ça hyper joliment amené, bon, jusqu'à carrément les tomes où il y est avec Shane. Je trouve ça hyper joli ce genre de personnage parce que j'en connais, ou tout du moins, genre, c'est comme si j'avais l'impression de les connaître. Où ils ont un silence au final dans la bêtise qu'ils peuvent partager, une écoute hyper active et surtout un sens de l'observation énorme. On a l'impression quand on les voit qu'ils ne regardent rien spécifiquement, qu'ils s'intéressent trop à rien, alors qu'en fait ils voient tout, ils sont ultra attentifs. Mais c'est d'autant plus joli quand on le remarque lui aussi, lui qui a tant de mal à montrer ce qu'il y a au fond de lui, à, je sais pas moi, à se confier aux autres, et la seule personne qui arrive, et la seule personne en fait devant qui il baisse les armes, et bien tout simplement c'est Shane. C'est pour ça que leur relation, elle est assez compliqué dans les enjeux qu'il y a, vous voyez, d'homosexualité dans le milieu sportif, etc., dans le milieu identitaire en fonction, je veux dire, de là d'où tu viens, puisque bon, Elia, il est russe, l'homosexualité là-bas, voilà. Et malgré ça, il y a une connexion hyper forte et qui s'explique pas tant de « mais moi je vois en fait ce que tu ne veux pas montrer aux autres et que tu vas camoufler par du bruit, par des bêtises, par ce petit air de clown triste ». Et inversement, il y a, même s'il est attentif à absolument tout le monde, la personne à qui il va vraiment dévouer son attention, eh bien ce sera Shane. Je trouve ça trop joli. Et vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que j'en suis arrivée à un tel point de... Pour moi, en fait, j'ai l'impression que je le connais, le ref, j'ai l'impression qu'il est là dans ma vie, c'est un pote, c'est un cousin, je ne sais pas. Genre la dernière fois, mais c'était hilarant. On avait une fête de l'inauguration à Bordeaux de la Flèche, bref à Saint-Michel, voilà, un truc un petit peu culturel festif. Il y avait un espèce de concert avec plein de gens qui riaient, etc. Et je me suis dit, il serait comment dans ce mood-là? Mais en mode, comme si je pensais à un pote. Et je vous jure, la pensée m'a réjouie, genre je me suis imaginée. Et là j'ai fait deux choses. J'ai fait, waouh, ça va loin quand même. Et de deux, genre j'ai eu l'impression d'avoir un glitch. Ça me manque tellement cette période où quand j'étais plus jeune, j'avais une imagination débordante, genre vraiment attachée aux personnages, que ce soit voilà des films que je voyais, des séries, des livres, ou même de personnes à qui j'étais attachée, genre les One Direction à l'époque, parce que je sais totalement faire la distinction entre du parasocial, entre quelque chose où, enfin ça n'existe pas, genre je crée du lien sur quelque chose de fictif ou sur quelque chose qu'on me donne, et du lien social, c'est-à-dire personne que je connais, etc. Mais je vois pas en quoi il y a un mal, genre si en plus ça stimule genre notre créativité et que in fine on se sent moins seul, d'imaginer, de penser à des persos, voilà, et tout dans notre tête. Et genre c'est ce qui s'est passé, vous voyez, genre j'avais mes potes, ils étaient en train de parler tous ensemble dans un coin, moi j'avais pas trop la tête à ça, et je me suis perdue dans mes pensées face à la musique, au petit concert qu'il y avait sur la place, et genre c'était mais merveilleux, genre vraiment, fondamentalement, je suis restée une demi-heure toute seule comme ça devant la musique. Bon, j'ai pas non plus fait que penser à qu'est-ce que ferait Ilia à ma place, c'est pas ça. Mais plus de... J'avais l'impression du coup de pas être seule. Bon, déjà factuellement parce qu'il y avait mes amis derrière, mais comme je leur ai pas parlé pendant vraiment une bonne demi-heure, genre on s'est oublié pendant une demi-heure, je voulais juste partager ça, genre c'était trop bien. Ne lancez pas une pétition s'il vous plaît pour m'interdire de regarder Hitel Rivalry ou de le lire. Mathilde le veut déjà. Allez, go pour l'update. Lecture vidéo. Bon, vous commencez à le connaître à force ce décor, sauf que cette fois vous n'avez pas les petits nuages en reflet dans le miroir. Bon, désolé, je vais manger en même temps parce que je suis affamée et extrêmement malpolie. Donc, deux lectures que j'ai fait. De un, il y a Les arbres se taisent de Francine Burlot que j'avais entamé et que du coup j'ai fini. Et La distinction de Tiffaine Rivière, une BD librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu. Là, l'objectif c'est vraiment de finir tous les livres, soit que j'ai commencé, soit que j'ai acheté tout simplement. Alors, Les arbres se taisent, c'est un roman assez court de 190 pages je crois. Je dis assez court tout simplement sur la moyenne des romans que j'ai pu lire cette année qui étaient en général à plus de 200 pages, à part ceux d'Amélie Nothomb, je crois. Et même si c'est écrit relativement petit, bon, c'est quand même assez espacé, c'est très digeste. On y suit l'histoire d'une jeune femme, carrément, j'ai oublié son nom. J'ai les noms en plus de tous les autres, sauf elle. Est-ce que on le sait? Est-ce qu'on sait son prénom? Eh oui. On suit l'histoire donc de l'héroïne qui a grandi dans une famille assez bourgeoise, enfin carrément bourgeoise, qui a passé vraiment une bonne partie de son enfance, vous voyez, dans les milieux ex-colons blancs d'Afrique du Sud, donc après la décolonisation des terres, mais qui gardait du coup des privilèges, etc. de là où ils habitaient, et qui revient dans son adolescence, dans le patelin où vit son grand-père, qui a un château, etc., une demeure, une dépendance, tout ce que vous voulez. Parce que sa mère, avec qui elle vit, le père n'est plus dans le tableau, il meurt quand elle est jeune, très extravagante dans son mode de vie, très bourgeoise, décide que sa fille voilà, n'est pas faite pour l'Afrique, tout simplement parce qu'en fait elle s'en occupe pas du tout. Elle va grandir, etc. Elle va se marier, et en fait
Tout ça, on le sait un petit peu à rebours sur le récit, puisqu'il ne commence pas du tout avec ce setup-là, de elle petite jusqu'à elle adulte, mais plutôt juste de elle adulte dans ce château. On comprend que le grand-père est décédé, qu'il y a une question d'héritage, que la mère va arriver d'un moment à un autre avec tous ses amis bourgeois pour faire la fête du siècle, alors que elle, un drame vient de se passer. Une amie qu'elle avait invitée avec ses 2 enfants pour passer quelques jours à la maison est tombée de la tour, genre dans le domaine où il ne fallait surtout pas aller. Elle n'est pas tombée en mode elle a sauté, elle est tombée genre dans la tour, il y avait le plancher qui était complètement pété, elle est tombée et elle s'est tuée. Entre enquête de police, les 2 petites filles qui se retrouvent quasi orphelines parce que la seule famille c'est leur père qui est en déplacement en Chine, qui donne pas de news, donc du coup on sait pas ce qui se passe, comment il va les récupérer, etc. La mère qui arrive, les relations, les dynamiques, etc. qu'on voit les uns entre les autres entremêlés, qu'on essaie de comprendre, c'est vraiment une toile humaine comme d'habitude qui est pétrie en fait de beaucoup de choses différentes. Et j'avoue que je pense qu'il faut quand même un peu aimer, vous voyez, ce genre de mood quand on lit un livre comme ça. Non pas qu'il soit compliqué à comprendre, mais je pense que si vous aimez pas trop à la base les histoires qui genre sont à propos d'êtres humains, qui vont un peu éloigner la notion de manichéisme, mais plus être factuel et dans la profondeur de certains ressentis, outre la morale qu'il peut y avoir sur ces événements-là, même si parfois, et de manière très importante, elle y est. Je pense que si vous aimez pas tout ça, c'est peut-être pas le genre pour vous, mais si comme moi, vous adorez, vous voyez, toutes les ambiances, genre les petits mouchoirs, etc., même si je suis pas fan des petits mouchoirs, le film, mais c'est un peu, vous voyez, ce mood huis clos, les relations pètent, on apprend des vérités, et ci, et ça, et nanani, et nanana. Alors pour le coup, vous aimerez beaucoup. Surtout qu'il y a énormément de rebondissements. Enfin, il y a des moments où j'étais en mode « Oh, quoi ? Non, je peux pas le croire. Ce n'est pas vrai !» Si. Ça m'a fait un peu penser, vous voyez, à la plume de Fenkinos à certains égards. Parce que parfois, il y a de l'absurde dans la manière dont les sentiments peuvent être décrits. Mais à la fois, il y a aussi une très grande honnêteté, franchise. Vous voyez, genre, ça va vraiment de cœur à cœur. Il n'y a pas de faux semblants. On n'essaie pas de déguiser les sentiments. On les montre crus comme ils sont. En s'adaptant, bien sûr, aux intrigues qu'il y a dans l'histoire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu assez rapidement. Je me suis quand même assez attachée à l'héroïne principale, malgré, vous voyez, le fait que le roman soit assez court. Elle me reste en tête. Vous voyez, genre quelques jours après l'avoir fini, ça me reste en tête. J'y repense à certains moments. Donc franchement, je l'ai plutôt bien aimé et ça me fait du bien d'avoir ce genre de lecture-là. Et ensuite, la deuxième lecture que j'ai faite, c'est La Distinction, donc de Tiphaine Rivière. Alors les dessins, comme je vous les avais montrés, m'avaient beaucoup plu. Genre, je me suis dit, c'est clairement le genre de BD que je vais dévorer. Et en soi, elle est quand même assez costaude, si je puis me permettre, puisqu'elle fait quasiment 300 pages. Hein. Et pour autant, la fin, je l'ai pas vue venir. C'est-à-dire que j'avais beau tourner, faire défiler les pages, je voyais avoir vraiment la BD dans ma main. Quand je suis arrivée à la dernière planche, j'étais en mode « Ah, c'est fini ? Quoi ?» Mais pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai passé vraiment un très bon moment. En gros, on y suit l'histoire d'un prof remplaçant qui va faire un cours de sociaux, de SES, vous voyez, au lycée, qui va essayer un petit peu d'intéresser ses élèves. Je sais pas si on est dans un lycée nécessairement de banlieue ou intramuros Paris, mais en tout cas, il y a vraiment une mixité, vous voyez, il y a des gens, justement, où on voit qui viennent d'un milieu, populaire, des personnes qui viennent d'un milieu bourgeois, et c'est complètement le but, lui, du cours qui va amener, à savoir la distinction faite par Pierre Bourdieu, qui va, en gros, mettre en lumière le fait que dans notre société, il y a plusieurs classes sociales dont le fondement va reposer sur de nombreuses choses. Le capital social, le capital culturel, le capital financier. Mais surtout, il y a aussi de l'habitus. L'habitus, c'est vraiment les habitudes que vous allez avoir de consommation en tout genre et surtout de comment vous vous percevez en tant qu'individu. Par exemple, lui, le professeur, son objectif, c'est que les élèves se questionnent. Et par exemple, en rentrant chez eux, analysent un petit peu leur environnement pour savoir où il se place, par rapport à la grille de lecture, bien sûr, de Pierre Bourdieu. Et si au début, des élèves sont pas du tout d'accord avec les principes qu'énonce Bourdieu, d'habitude, de dire mais non, c'est pas parce qu'on est dans une classe populaire qu'on peut pas faire telle chose, pratiquer tel sport, avoir telle culture, etc. Et beaucoup finissent par se rendre compte, en étant plus observateurs donc de leur famille, de leurs proches, de leurs habitudes à eux, de leur perception des choses, qu'en fait, ils sont complètement dans ces cases-là. Et même moi, vous voyez, je me suis reconnue dans certaines choses, c'était hyper intéressant, j'ai appris énormément de choses, notamment que Pierre Bourdieu était très peu accessible. Oh là là, rien que dans la BD, je comprenais pas certains passages, j'étais en mode, mais alors le lire, quelle angoisse! Ça m'a rappelé que ma psy m'avait conseillé à l'époque le pouvoir de la parole, symbolique de la parole, bref, de Pierre Bourdieu, pour voir comment, en fait, la prise de parole, elle assied une forme de domination, et justement, sur la domination sociale des classes. Comment le fait que, par exemple, vous ne puissiez pas
convenablement vous exprimer va vous freiner dans votre manière en fait de vous sentir accepté par l'autre, parce que si vous n'êtes pas compris, alors vous n'êtes pas vraiment accepté. Dans vos sentiments, sont-ils vraiment légitimes si vous ne parvenez pas à les transmettre comme ils sont au fond de vous, si vous n'arrivez pas à mettre les bons mots? Parce qu'on est quand même dans une société en France qui pèse toujours, enfin qui fait toujours plutôt peser le poids des mots sur qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment un sketch éducatif que je vous supplie d'aller voir, que j'ai trouvé merveilleux sur la langue française et sur sa soi-disant belle, magnifique complexité. Déjà de dire, c'est pas beau la complexité, faut arrêter avec ces bêtises. De deux, complexité d'où? La langue française, c'est un tissage culturel, elle a pompé à plein de langues différentes. Faut arrêter avec ce fantasme de oh oui, mais si c'est compliqué, c'est parce que c'est le français. Non, arrêtez avec ça. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. Et à quel point la langue, c'est un outil de combat. C'est-à-dire que lors d'une dispute, par exemple, ou d'un débat venimeux, la personne en face de vous, vous voyez, vous allez être dans des diatribes, vous voulez balancer de droite à gauche, etc., ça fuse. Si à un moment, la personne fait l'erreur de mal conjuguer, d'avoir une syntaxe particulière, ou même de bégayer sur un mot, boum, d'un coup, ça va la désarçonner, parce que en face, on sait que on va s'en servir comme d'une arme pour dire mais voilà, toi tu sais pas parler, le jour où tu sauras parler, le jour où tu sauras écrire, tu pourras revenir me voir. Et voyez, rien que ça, c'est une discrimination faite. On va littéralement renier un argument, une émotion venant de quelqu'un, parce que cette personne n'a pas été apte pour X ou Y raison à convenablement l'exprimer. Et à l'inverse, on va toujours beaucoup plus écouter quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a la voix posée, qui ne va pas, être emporté par ses émotions, parce que il va avoir la classe de son tempérament, de son calme, de sa richesse de vocabulaire. Sauf que qui a le privilège d'avoir une richesse de vocabulaire, d'être calme dans des moments où aucune émotion n'appelle à l'être? Eh bien, ce sont des personnes qui auront reçu une forme d'éducation, de capital culturel, potentiellement de capital financier, qui leur permettra en fait cette sagesse, cette compréhension, cette lecture, cette manière de toujours parfaitement manier les mots. Et je sais que parfois, quand vous m'écoutez, parce que j'ai ce retour en commentaire, ça peut transparaître justement de cette manière quand je parle, etc. Mais si vous saviez le nombre de fois où je répète des phrases parce que je bégaye, le nombre de fois où je m'interromps dans des phrases au montage parce que maintenant je sais comment bien monter, le temps de trouver mes mots, je ne parle pas toujours je parle pas de cette manière nécessairement avec mes amis. C'est quelque chose que j'ai beaucoup abaissé parce qu'il y a eu un moment où, en fait, du fait de mes lectures, j'emmagasinais beaucoup de vocabulaire, de syntaxe riche, etc. Et pour moi, c'était vraiment incroyable. Mais où du coup, pour mes amis, ça leur renvoyait une violence symbolique de non, mais en fait, quand tu nous parles à nous, parle normal. Arrête de faire Shakespeare. Et même si, quelque part, vous allez dire, c'est dommage parce que du coup, tu as renié quelque chose qui était en toi. Je n'ai pas eu de cesse que de me questionner. Est-ce que je parle comme ça parce que c'est un petit peu moi, ou est-ce que je parle comme ça parce que je sais quelque part que... Là, vous voyez, je me suis interrompue pour bien formuler ma phrase. Le fait de bien parler, de mieux parler, me fera paraître plus intelligente et me rendra plus entendue. Et du coup, plus intelligente sur la base de quoi? Par rapport à qui? Bon, si c'est plus intelligente sur la base d'une élite bourgeoise qui a codifié des manières de parler, des manières de lire, des manières d'agir avec les êtres humains pour dire toi tu seras au-dessus de lui ou au-dessus d'elle parce que tu parles mieux, parce que si, parce que ça, ce n'est pas mon but. On peut pas renier le capital que l'on a, parce que vraiment ça se voit justement dans nos habitus, etc. respectifs. Par contre, on n'est pas nécessairement obligé de s'en servir pour justement asseoir une domination sur autrui. Je pense que c'est vraiment hypocrite de dire « Ah non, mais moi je suis comme tout le monde ». Non, t'es pas comme tout le monde. T'as été au cinéma, genre à ta plus tendre enfance, t'as pas été au centre aéré parce que t'avais toutes tes vacances avec tes parents, t'as voyagé, t'es allé au ski, t'es allé au théâtre, t'as déjà été à l'opéra. Et pas avec ton collège, genre toute seule ou en famille ou avec des amis. Tu as l'habitude d'être renseigné sur les expos. Même les gratuites, tu as un habitus. Et c'est ok, il faut pas se fustiger. Mais vous voyez, c'est vraiment en ce sens que c'est intéressant de savoir en fait ce qui nous constitue. C'est pour ça que pour moi, la sociologie comme la philosophie, je trouve que c'est vraiment deux matières, je dis matière au niveau scolaire, mais deux sciences extrêmement sous-cotées dans notre société parce qu'elles nous permettent de tellement nous comprendre et de tellement aller plus loin que des chiffres, parce que oui, c'est hyper important, les maths, la physique, etc., pour comprendre le monde dans lequel on habite. Mais je trouve que les deux devraient coexister. Et d'ailleurs, il y avait de grands physiciens, astrophysiciens, ce que vous voulez, qui étaient aussi des grands passionnés de philosophie.
Quand on voit par exemple les sujets de philo, vous voyez, genre débattre, est-ce nécessairement chercher la vérité? Je sais plus comment c'était retransmis et dont je vous ai parlé en sous-titre dans la vidéo. Mais je trouve que si cette approche philosophique, elle était au cœur de notre manière de penser, genre dans la vie de tous les jours, eh bien on arrêterait peut-être de se beugler dessus. Mais bien sûr, si on commence à réfléchir plus loin en ce sens, ça posera problème toujours aux mêmes, voilà, les tout-puissants qui préfèrent qu'on parle de chiffres, mais pas trop de la part sombre à l'intérieur de chaque être humain. Mais voilà pour mes petits updates lecture. Ensuite, continuons d'être dans le noir avant que je ne parte justement au soleil faire les photos pour mon ami, comme je vous l'ai dit. Je vous montrerai un peu le craft que je compte faire. Oh, je vais pimper avec des stickers, ça va être trop beau. Je vais faire un petit retour sur visionnage, donc des vidéos dont je vous ai parlé. Il y en a une dont je vous ai spécifiquement parlé la semaine dernière sur l'individuation, amenée par Carl Jung, sur l'importance parfois de s'abstraire un petit peu du monde, d'être plus en écoute active qu'en réaction. Il y a une autre vidéo que j'ai regardée du média Louis Média justement, que j'ai trouvée extrêmement intéressante sur à quel point faut-il se confier. Je vous invite vraiment à la regarder, que vous soyez quelqu'un qui vous ne confiez jamais ou quelqu'un qui vous confie énormément, parce que en fait les deux points de vue au final se rejoignent sur une chose: protéger ce que l'on vit. Soit en contrôlant la narrative, en la racontant par nous-mêmes, et on raconte tout. Comme ça, on se dit, en fait, personne ne pourra avoir les informations autres que par moi. Donc, c'est une forme de contrôle. Et du coup, s'il y a contrôle, il y a protection. Et de l'autre côté, pour la personne qui ne dit jamais rien, c'est protéger si personne sait, alors personne ne pourra m'atteindre en me jugeant. Ce qui traduit aussi une peur et qui traduit aussi une protection par le contrôle de ne rien dire. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'en fait, ces deux choses, ces deux modèles ne sont pas viables. Tout raconter, c'est pas forcément bien pour soi, parce que c'est important déjà de laisser certaines choses infuser en nous de manière personnelle, de manière secrète. Et quand je dis secrète, vous voyez justement, ce n'est pas oh là là, je dis rien de grave à qui que ce soit autour de moi, je garde tout pour moi. Non, il y a même des choses légères qui sont juste à garder pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout dire, parce que en fait, on se rend compte quand on est dans ce modèle-là. Par exemple, moi, je suis complètement dans ce modèle-là. Je raconte toute ma vie, toute ma vie, pas à tout le monde et pas à tous mes amis de la même manière, mais genre, il m'arrive quelque chose, j'adore le raconter. Mais parce que si j'adore raconter des histoires, bon, je pense que vous êtes au courant. Et dans la vidéo, quelque chose que je trouvais hyper intéressant, c'était que, en fait, faire ça, c'est aussi une manière de rendre les choses réelles. Et vous voyez, dans notre société où on a besoin, notamment sur les réseaux sociaux, de tout montrer en permanence, de prendre des stories de tout. J'ai mangé dans tel resto, je vais prendre une photo pour ne pas oublier que j'y étais. J'ai fait tel concert, je vais prendre une vidéo pour ne pas oublier, pour montrer que j'y étais. Mais en fait, c'est hyper compliqué de juste vivre et de juste absorber les informations pour soi. On a l'impression qu'on doit nécessairement les partager à autrui, que ce soit à des gens qu'on connaît pas forcément ou que ce soit à des gens qu'on connaît bien, pour les rendre réels. Et ça, vous voyez, une fois de plus, c'est très humain. Et c'est pas forcément à gommer, on est comme on est. Mais dans l'autre modèle, il y a aussi d'autres inconvénients, parce que parfois, à ne rien dire du tout, on garde bien évidemment beaucoup de choses pour soi, et ça peut faire un peu cocotte minute. C'est le cas, donc de l'intervenant, du témoignant, qui du coup va faire des migraines, va avoir des maux de ventre, des aigreurs, parce qu'il garde tout pour lui et qu'à un moment, votre corps, en fait, somatiquement, il va intervenir en disant « Bon, gars, tu veux pas parler, on va parler à ta place ». Louis Média, il parle de plein de choses et il y a vraiment la tranche émotion avec, par exemple, ce sujet dont je viens de vous parler. Il y a toujours deux témoins, je ne sais pas comment dire, des gens qui témoignent, et il y a toujours un professionnel ou une professionnelle de la santé à ce sujet. Et cet épisode, je l'ai trouvé vraiment très sympa. C'est un peu incomplet, bien sûr, parce qu'il y a que deux témoignages et on peut pas balayer tout un spectre. Genre vous allez l'écouter, vous allez dire ah mais moi je suis peut-être plus entre les deux, ah mais moi je suis peut-être moins vers ci mais plus vers là, nanana. Mais ça reste un bon début et vraiment elle m'a fait énormément de bien cette vidéo, justement dans la période où je vous disais je trouvais que je dépendais beaucoup trop de mes amis. Et où j'avais besoin d'accepter de juste vivre les choses pour moi, de pas justement avoir besoin nécessairement d'une légitimité, d'une légitimation tout le temps de ce que je vis, nanani nanana. Et l'autre vidéo que j'ai regardée, que j'ai trouvée très intéressante également, j'ai plus le nom exact en tête, mais elle s'affichera ici. Le travail fait dessus est vraiment très chouette, très imagé, etc. Donc très dynamique, qui parle justement de l'importance d'avoir des amis dans sa vie. Et j'ai voulu vous mettre justement ces deux poids, deux mesures, parce que
Quand j'ai parlé, vous voyez, avec ma sœur ou avec une de mes amies que j'aime beaucoup, Léna, de mon intérêt en ce moment à me détacher un petit peu de la meute, les deux m'ont dit non mais d'accord, c'est trop bien hein, un peu plus d'individuation, ne pas reposer tout le temps sur la validation de tes amis, etc. Mais ils sont quand même essentiels. Et ça, vous voyez, c'est un peu mon combat, comme j'en ai toujours parlé. J'ai beaucoup de mal avec ces trends, comme je le disais la semaine dernière, capitalistes qui veulent tout centrer sur le bien-être personnel en enlevant l'esprit communautaire. Pour finir sur une petite illustration de cette vidéo que j'ai trouvée merveilleuse, c'était une étude, enfin une expérience qui a été faite, c'était qu'on mettait des personnes face à une petite montée. Enfin genre je crois il était quand même à 45 degrés, vous voyez. Petite, quand même, elle envoie. Dans la première expérience, on mettait des gens seuls qui devaient la monter, et dans la deuxième expérience, on mettait des gens en groupe avec leurs amis. Eh bien, les gens seuls, quand on leur demandait une estimation, vous voyez, de l'inclinaison de la pente, alors, je précise, on le demande à des personnes qui savent calculer. Parce que moi, on me demande une inclinaison de pente, je vais te dire elle est haute, c'est tout. Il n'y a pas de 45 degrés. Je sais que 90, logiquement, c'est perpendiculaire, mais après, voilà, faut pas abuser. Je te dirai pas au truc près. Là, pour le coup, c'est des personnes calées. On leur a dit, vous pensez qu'il y a combien ? Et en gros, ce qui ressort, de manière générale, sans parler voilà, forcément d'esprit mathématique, c'est que quand les personnes étaient seules, elles voyaient la pente beaucoup plus grande, et que quand elles étaient avec leurs amis, elles la voyaient beaucoup plus basse. Et elles l'appréhendaient beaucoup moins en y allant. Combien de fois vous avez fait un effort, que ce soit, genre, je sais pas, vous marchez avec vos amis jusqu'à pas d'heure dans la rue, etc. Moi, à la campagne, je me souviens, je faisais des cities, on allait se promener dans les champs pendant des heures et des heures, que si vous deviez les faire seuls, mais jamais vous les feriez. Et bien ça, vous voyez, c'est le pouvoir de l'amitié. Et là où c'est fou, c'est que ça vient littéralement transformer votre vision, genre pragmatique des choses. On n'est même pas sur oui, vous vous sentez mieux, vous êtes plus heureux. C'est que ça va transformer une information factuelle devant vos yeux. Je trouve ça dingue, c'est de la magie. Donc bref, si les sujets vous intéressent, bien sûr les vidéos seront en barre d'informations, de description, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Moi ce sont des sujets qui m'ont beaucoup apaisé en fait quand j'ai pris le temps de les écouter et de les comprendre, donc je vous souhaite que ce soit également votre cas. Vous croyez que j'étais partie ? Moi aussi, mais en fait non. On me faire un flip, mais bon, logiquement là c'est bon. Je vous jure, j'en peux plus de cet apostil, ce casier judiciaire, ils vont avoir ma peau. Vous m'entendez, ils vont avoir ma peau. En gros là, pendant que j'étais en train de vous filmer mes retours sur livres, etc., retours sur séries, j'ai mis 1 heure. La meuf parle trop, comme d'habitude. Entre temps, j'ai reçu un mail du CAVAC qui me dit « Votre dossier est irrecevable !» Enfin non, j'abuse. Incomplet. En gros, il y a un des documents qui posait problème. Je vous laisse deviner lequel. Enfin, en vrai, j'ai spoil juste avant. Mais si vous suivez mes aventures de PVT depuis quelques vidéos déjà, vous devez être en train de rigoler parce que... Je vous jure, ce casier judiciaire apostille va me traumatiser. Le mot apostille résonnera comme un trauma pour moi désormais. Il traite relativement vite les dossiers puisque j'ai reçu le mail à 15h46, enfin pour me dire il y a un problème quoi, sachant que ma demande a été enregistrée à 14h36, donc ça c'est quand même plutôt bon signe, il y a une bonne réactivité, et en gros je pense qu'en fait il y a eu un mix entre eux ce qu'ils m'ont mis et ensuite le truc automatique, parce que le message, je vais pas vous mentir, je le trouve un petit peu stressant, genre le message à la base, je pense là où l'humain a écrit c'est juste bonjour, le casier judiciaire soumis n'est pas recevable car il est relié avec votre apostille, ça pareil hein, je pense que écoutez, je suis contente de le mettre dans mes vidéos parce que j'ai jamais trouvé l'info nulle part. Mais du coup, bon voilà, visiblement, il ne faut pas que ce soit relié. Mais moi, on me dit j'envoie l'original, alors j'envoie l'original. Mais en fait, vous pouvez imprimer la version numérique. Je vous jure, ce casier judiciaire, j'ai envie qu'il me le renvoie, que je l'affiche ou que je le brûle. Je sais pas, enfin, ce truc que je suis hier apostille. Et ensuite, je crois qu'ils ont collé dans le mail, genre un truc générique qu'ils mettent quand il y a un problème ou un manquement dans un dossier en mettant « Lors du traitement de votre dossier, nous remarquons des pièces ou informations manquantes ou non recevables. Aucune explication ne sera fournie concernant la nature de l'erreur que vous avez commise dans la préparation des documents. Il est de votre devoir d'envoyer un dossier en respectant les instructions disponibles. » Mais
Le Kavak est en haute saison. Les pièces manquantes doivent être envoyées immédiatement après réception de notre email. Ne tardez pas lors de l'envoi de vos... D'accord. Il faut compter 14 jours ouvrés, 3 semaines de traitement par le service consulaire. D'accord. Et je vous jure, je ne voulais pas mal faire. Je ne voulais pas mal faire, je vous le jure. Regardez mes vidéos, vous verrez que je ne voulais pas mal faire. Je ne voulais pas mal faire. Elle ne voulait pas mal faire. Je ne voulais pas mal faire. Elle ne voulait pas. Je vais en faire une vidéo ou un flash mob, je sais pas. Bref, en gros, ils m'ont juste demandé de renvoyer par email au format PDF mon casier judiciaire apostillé. Et donc ça, vous l'avez quand vous faites votre demande. C'est le truc en fait que j'avais reçu en 2 jours par mail. Mais vous voyez, est-ce qu'on pourrait préciser ça? Est-ce qu'on pourrait dire non, on ne veut pas quand on dit qu'on veut le format original? En fait, c'est pas le format où le truc il est boulonné. Anyway. Vu qu'il y a écrit répondre immédiatement, bon, j'ai répondu 1 heure après, je pense que c'est bon. Ça reste quand même relativement immédiat, on va dire. Enfin, j'espère. De toute manière, je me dis, les gens qui travaillent ou qui sont en études, ils font comment? Et du coup, je leur ai envoyé tout simplement donc, le document PDF que j'avais. Faut faire attention à ce que ce soit pas un lien ou quoi. Faut vraiment que ce soit juste un PDF parce que sinon, ils ouvrent pas. Du coup, genre, je suis entre guillemets aussi un petit peu rassurée parce que ça veut dire que tous mes autres pièces justificatives sont bonnes. Mais je vous jure, oh, le coup de chaud, je me suis dit, est-ce que je pars quand même en ville? Et après, je me suis dit, bah non. Il y a écrit immédiat, c'est immédiat. Après, ce soir, je serai pas disponible. Donc, en fait, c'est maintenant. Oh, le flippos! Le mail, il m'a fait peur. Vraiment, bienvenue dans la vie des contrôles fric. Un détail nous échappe et ça y est, c'est la fin du monde. Mais c'est trop... Mon cerveau, je vous jure, là, il est en boucle. Genre, tant qu'ils m'ont pas répondu, ok, c'est bon. De toute manière, ça fait 1 semaine que dans ma tête, je suis persuadée qu'ils vont me refuser ma demande. Genre, ça aussi, je connais. Je sais pas ce que ça s'appelle, genre comment ça s'appelle psychologiquement ce phénomène. Mais en gros, c'est de l'auto-sabotage pour ne pas être déçu. J'ai passé ma vie à anticiper les réponses négatives. Comme ça, si elles m'arrivent, bah en fait, j'étais déjà prête. C'est un peu triste. Vraiment, pareil, ça me rappelle le bac. Le bac, je m'étais persuadée, j'avais réussi à finir par me persuader que je n'aurais pas mon bac, que je devrais aller au rattrapage. Je l'ai eu, mention très bien. Je suis en train de craquer. J'en peux plus. Et là, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez dire, je suis la tête à claque dans les classes qui dit j'ai loupé et qui a 18. Bah ouais, franchement. Mais je suis pas une tête à claque. Genre, comment vous dire que je m'auto-sabote tellement que je finis foncièrement par le croire. Je vous jure. À quel point faut-il se confier? Énormément pour moi. Je suis navrée. Ça me fait du bien de vous dire mes galères. Du coup, no panique concernant la photo que je vais faire à mon ami. Parce que, attendez, je flex. À mon anniversaire, ma chère étant de coloc, justement, connaît mon amour pour imprimer des photos pour tout et pour rien. Et surtout aussi aux gens que j'aime. Mais par exemple, j'ai un petit journal intime, bah, je l'utilise. Du coup, elle m'a offert la Zoé Mini. C'est une petite imprimante. Ah, elle a réussi. Je suis même pas partie en Corée, qu'il y a déjà quand même un grand chemin qui s'est fait sur 1. Accepter que les choses se fassent pas comme prévu. 2. Que ça dépend pas de l'âme et du cœur qu'on a mis dans la tâche. 3. Qu'il y a des choses, en fait, je les apprendrai sur le moment parce qu'il y aura toujours des lacunes, on va dire, de précision absolue parce qu'on... Voilà, il n'y a pas de précision absolue sur tout. Moi, ce qui m'a permis d'avoir plus d'expérience, c'est le fait que des personnes avant moi l'aient acquise. Et bien là, moi, l'expérience que j'ai fait servira pour d'autres personnes. Mais il a fallu que je le vive avant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais pas pouvoir vous filmer parce que je le fais via mon téléphone. En gros, vous pouvez vous connecter en Bluetooth à votre imprimante et même faire des montages via l'application qui fonctionne avec Canon Zoé Mini. Donc ça, c'est trop bien, je vais pouvoir écrire des petits trucs dessus. Et ça vous donne, en gros, le format, c'est vraiment comme un mini Polaroid. La qualité, elle est plutôt pas mal, elle est pas extraordinaire. Genre, c'est pas de la photo que vous allez imprimer, vous voyez, etc. Mais elle fait vraiment le taf. Et je vais cache la custom après avec des petits stickers. Je vais coller une petite lettre au dos à déplier. Bref, je vais faire un truc sympa. Quitte à ne pas bouger, autant utiliser tout ce que j'ai à domicile. C'est parti! Waouh! Waouh! Ah non, ça rend trop bien, je suis contente. Ah mais du coup, ça rend même mieux que je l'imaginais. Non mais regardez comme c'est trop kikinou, je pleure d'amour. C'est trop mignon, vous voyez, ça tient dans la main, ça peut même se mettre derrière un téléphone. Non mais c'est trop chou. Promis, ce n'est pas une collab. Parce que bon, le papier coûte quand même très cher.
J'aimerais bien avoir quelque chose d'intelligent à vous dire, quelque chose de particulièrement éloquent pour cette fin de vlog, mais honnêtement, j'en ai pas tellement. Je me suis rendu compte, avec le fait de ne plus avoir Instagram sur mon téléphone, que j'avais beaucoup plus de temps à ne rien penser, à ne rien faire. J'accepte de plus en plus le fait de ne plus être surstimulée en permanence et de ne pas avoir à faire forcément quelque chose de mon temps. Alors au début, on culpabilise, on cherche forcément à compenser en lisant, en faisant quelque chose de concret, puisque ce temps si précieux, il ne faut pas qu'on le perde. On est jeune, c'est maintenant que ça se passe. Sauf que quelque chose de précieux, eh bien parfois c'est juste d'apprécier le soleil qui se réfléchit sur notre peau et lui rendre l'écho à cette nature qu'elle nous tend en permanence. Apprécier une marche avec une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qui construit sa vie sur des bases tellement différentes de nous, mais qui trouve dans son emploi du temps chargé un moment pour venir nous voir, pour s'écouter, pour se chérir, pour se mettre à jour. Pendant longtemps, j'en ai voulu à certains de mes amis de ne pas donner autant que moi. Et en fait, ils m'ont aussi donné cette liberté de ne pas avoir, justement, à toujours être là. De pouvoir se dire on s'aime, on est là, mais pas tout le temps. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir donné ce temps. Et profitez du vôtre qui est tout aussi précieux.